Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Bonjour à tous, bonjour mon cher Kira. Cette semaine, semaine bien remplie, je suis allé voir Suzume au cinéma. Par le réalisateur de Your Name, un animé très 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 cool. Je pense que je le ferai à l'occasion. Justement, on me l'a conseillé hier. J'ai poncé Resident Evil 4 Remake, bien sûr, dont le mode mercenaire, que je suis en train de me faire bien plaisir dessus. Pokémon Stadium aussi. Tu sais, il a été réédité, il est sorti sur le Switch Online de la Nintendo 64. Oui, j'ai beaucoup joué à l'époque. Ah ouais, écoute, je te ferai part de mon avis sur le jeu, je l'avais pas fait du tout, donc c'est une grosse découverte. Et puis voilà, et toi, t'as fait quoi du coup ? Alors moi, cette semaine, j'ai joué à Like Dragon Ishin, le Yakuza féodal, qui est pour le coup très très cool. J'ai regardé le film Tetris, que j'ai beaucoup aimé. Oui. Je vous le recommande, j'ai passé un super moment. Et j'ai repris une vieille série télé que je regardais il y a des années, qui s'appelle Spin City, sur Paramount+, avec Michael J. Fox. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, c'était une petite semaine peinard. Oh, bien. Tu vas pouvoir lancer le sommaire. Alors cette semaine, on vous a prévu une sélection de news comme d'habitude avec plein de jeux très marquants, des grosses licences. On va passer de Jet Set Radio à Zelda, sur du Final Fantasy, du Tekken et deux petites pépites que tu adores. Donc je garde un petit peu le suspense. En jeu de la semaine, le jeu indépendant Chia, qui est sorti sur PC, PS4 et PS5. Et en sujet hors sujet, donc une série que je ne connais pas du tout, donc ça va être encore une grande découverte. Ça s'appelle Tulsa King. C'est bien ça, je l'ai bien prononcé avec Stallone. C'est ça, tout à fait, avec Stallone. Beau programme, donc il n'y a plus qu'à y aller, comme on dit, générique. Jet Set Radio, le retour. C'est le 10 avril qu'une vidéo a été postée sur Twitter par un animateur de la franchise Persona, qui dit s'être fait envoyer une vidéo issue d'une réunion interne à Sega qui s'est déroulée en 2021. Donc impossible de savoir qui est la source de la vidéo en question, mais cette vidéo nous présente assez distinctement les jeux Sonic Frontier, un remake de Persona 3, mais surtout un nouveau jeu Jet Set Radio. Nous savons qu'un Persona 3 remake est confirmé par les sources de Gematsu il y a déjà maintenant quelques temps, et qu'un nouveau jeu Jet Set Radio avait été évoqué par Bloomberg l'an dernier, car déjà à l'époque, il parlait d'un reboot de Crazy Taxi et de Jet Set Radio dans le cadre de l'initiative Super Game. De son côté, Sega Beats confirme avoir vu l'année dernière des images concept du prochain jeu Jet Set Radio. Une autre image partagée ce week-end colle aussi parfaitement avec la vidéo de lundi où l'on voit le personnage de Beats dans la rue de Shibuya. Le premier jeu de Jet Set Radio est sorti sur Dreamcast en 2000, le second en 2002 sur Xbox. Alors moi, c'est deux jeux que j'ai adoré à l'époque. Et là, rien que de voir cette petite micro-vidéo de 3 secondes, en fait, m'a fait monter la hype, on va dire, assez facilement. Nostalgie quand tu nous tiens. Alors moi, j'ai jamais fait les Jet Set Radio. Par contre, ça fait partie de ces jeux, tu vois, où la DA, même si tu fais pas le jeu, elle arrive jusqu'à toi. J'ai jamais fait de Jet Set Radio, que je vois très bien qu'est-ce que ce jeu. Donc pour moi, ça c'est la marque d'un grand jeu. Quand sa direction artistique atteint le joueur qui n'a même pas joué au jeu, on le reconnaîtrait partout, Jet Set Radio. Par contre, j'avais fait Crazy Taxi, et ça j'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais, carrément avec la bande-son de Offspring, je me rappelle aussi, j'ai joué des heures là-dessus. Mais sacrée console, la Dreamcast. Ouais, ça reste à l'heure actuelle une de mes consoles préférées que je ressors de temps en temps pour jouer. Et c'est vrai que Jet Set Radio, j'y joue aussi encore assez fréquemment quand même. C'était un des premiers jeux en cel shading à l'époque, et c'est vrai que ça avait pas mal marqué, avec un monde simili ouvert en fait, on pouvait se balader dans les rues comme on voulait pour faire des tags et puis grinder un petit peu partout. Donc ouais, je suis vraiment content. En tout cas, toutes les circonstances, toutes les petites news, les petites rumeurs qui circulent sur le web indiquent que c'est vraiment en cours. Et là, il n'y a plus qu'à espérer et attendre que ce soit officialisé pour de bon, quoi. Mais c'est vrai que c'est des jeux qui ont vraiment marqué une époque. Et tous les deux, on est
très client de remake. Il y en a qui aiment pas ça, il y en a marre des remakes, mais ça, je trouve ça moi génial de voir des titres comme ça revenir et qui peuvent être découverts par un nouveau public. Donc franchement, je suis très 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 convaincu par ta news. Surtout que là en plus, non seulement la Dreamcast est assez quand même compliquée à trouver, si tu veux brancher une Dreamcast sur un port HDMI, t'es obligé d'acheter un petit adaptateur qui te permet d'avoir un affichage en plus en 720p, donc forcément si tu joues sur un grand écran, ça arrache un petit peu. Il y a aussi le problème des piles qu'il fallait mettre dans la petite virtual memory à l'époque, donc ça c'est pareil, avec le temps les piles s'usent, donc c'est aussi également compliqué. Donc c'est vrai que l'accès au catalogue Dreamcast est devenu très très compliqué à jouer par émulateur, et encore c'est pas vraiment stable, donc c'est vrai que là faire des vrais remakes, ça a tout son sens en fait. Parlons maintenant de 2 grosses licences. Donc une news qui va regrouper, on a eu une semaine incroyable, hein. Il y a eu le trailer de Zelda dont je vais parler dans un deuxième temps et un State of Play consacré à Final Fantasy XVI. Donc pour ce State of Play, déjà c'était marrant, Kira, je sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder, mais la personne qui présentait le State of Play, c'était même pas quelqu'un de PlayStation, c'était Naoki Yoshida, le producteur de FF, donc de Square Enix, qui présente. Et donc 20 minutes de State of Play exclusivement réservé à Final Fantasy XVI. Et donc on voit au début un petit peu le monde de Valisthea, donc le monde dans lequel va se passer Final Fantasy XVI. On découvre aussi, on apprend à découvrir le héros qui va s'appeler Clive, ça on le savait déjà, mais ils ont précisé que toute l'histoire va être sur plusieurs moments de sa vie. Donc on va la voir Clive jeune, adolescent, et puis après à l'âge d'une trentaine d'années il me semble, et il y aura une narration basée sur les flashbacks. Donc ça, j'avais pas cette notion là en tête, donc je l'ai appris au travers de State of Play là. Ça changerait en plus des autres Final Fantasy, c'est cool. Ouais, franchement c'est très intéressant. On voit qu'ils ont consacré quand même beaucoup d'énergie à la narration. En termes de gameplay, on en a vu encore plus, donc c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Devil May Cry. Moi j'adore Final Fantasy, j'adore Devil May Cry, donc je suis content. Sachant qu'ils ont débauché en plus un des tauliers du combat de Devil May Cry de chez Capcom pour le faire venir dans la réalisation de ce FF16, et ça se ressent. On peut switcher d'armes pendant les combos, c'est très aérien, c'est très très dynamique, donc un gameplay ultra péchu, où en plus on a des habilités en fonction du primordial que l'on va s'équiper. Donc les primordiaux, ce sont les invocations des divers Final Fantasy. Et on a vu ce côté gameplay pour la première fois, on a vu l'interface un petit peu du jeu, les menus. Donc les compétences vont être en système de sphérié, un peu comme FF10, où on va, par primordial, on a un sphérié, on va augmenter des compétences. Donc ça, c'était plutôt intéressant à regarder. On a vu aussi que Clive sera accompagné de personnages secondaires qui seront contrôlés par l'IA. Nous, on va pas les jouer, mais on va pouvoir leur donner des commandes, des ordres, oui. Des ordres, voilà, exactement, pour diriger l'IA vers un type de combat que l'on privilégie. Donc plutôt cool, vraiment. En plus, j'étais content de voir l'interface, c'était vraiment la première fois. Et après, beaucoup d'images au travers tous les environnements qu'on a vus. Donc la world map, la map du jeu, on a vu plein d'environnements différents, des plaines, des grands châteaux, des ruines, etc. Tout ça sublimé par la musique de Soken. Donc c'est le nouveau réalisateur, enfin le nouveau compositeur, qui est, franchement, les musiques Kira, elles sont absolument... Ça a l'air d'envoyer. Ah ouais. Tout le monde dit que c'est le nouveau Uematsu, Soken. Donc pour moi, il y a match aussi avec le compositeur des musiques de Octopath Traveler qui est très très bon, Nashiki. On a vu des balades dans d'autres chocobos. Donc ça, Kira, tu te doutes. Le classique. Voilà, j'étais ravi. Exactement. On a vu Sid aussi. Donc personnage de qui j'ai emprunté le pseudo, donc qui sera un personnage central qui permettra d'améliorer le personnage. Il aura une forge, il y aura une sorte d'hub central, je pense, où on pourra parler à nos PNJ, développer les relations, etc. Enfin vraiment un peu comme dans Wulong. Ouais, un peu dans l'idée, tu vois, comme le village caché. J'espère juste que ce sera plus étendu. Et pour toute la fin du State of Play, c'était basé sur les combats des primordiaux et un petit peu les invocations. Et là, j'avoue, j'ai arrêté de regarder
parce que en 20 minutes de gameplay, Kira, bien que je voulais le présenter en podcast, ça montrait beaucoup de choses. Et j'avais fait le choix, j'avais laissé le fond, tourner la vidéo en fond, et je prenais mes petites notes et j'arrêtais de... J'ai pas voulu trop me spoiler, parce que c'est vrai qu'en 20 minutes, tu vois quand même énormément de choses. C'est vrai que moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, je sens que c'est vraiment un épisode de renouveau, en fait. Déjà, Final Fantasy XV avait pris quelques libertés, et puis c'est vrai que aussi la saga Final Fantasy a su beaucoup évoluer. Mais là, je trouve qu'il change quand même énormément de choses. Rien que dans le contexte, qui fait un petit peu plus chevalerie, le système de combat qui est beaucoup plus dynamique et plus péchu. Il y a un côté un petit peu plus sombre aussi, j'ai l'impression. Enfin, vraiment, on sent que Square Enix a mis les petits plats dans les grands et que c'est vraiment leur grosse saga, quoi. Donc comme tu dis, ça sent quand même le GOTY. Moi je suis un immense fan de Final Fantasy, mais je fais partie de ces fans qui disent que les très grandes licences doivent réussir à sortir de leur zone de confort, à se diversifier. Et je trouve que cet épisode le fait. Beaucoup de gens le critiquent en disant que ça va être peut-être un Devil May Cry. En fait, moi, j'attends de voir la proposition. Toi, tu es très fan de la série, enfin, tous les deux, Resident Evil. C'est une saga qui a su se renouveler. Et là, Final Fantasy fait pareil. Donc, moi, j'encourage ça et voilà, l'hype est très 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 grande. Après, je suis d'accord avec toi, c'est important qu'une série se renouvelle, mais après, le souci, c'est aussi les joueurs qui sont un peu schizophrènes. C'est que si ça se renouvelle trop, c'est plus pareil, et si ça se renouvelle pas assez, c'est pareil. Donc malheureusement, ils ont une marge de manœuvre qui est très très limitée, donc à la limite, autant ouvrir les vannes et y aller à fond, quoi. C'est tellement vrai, je te jure, c'est vrai, carrément. Donc là, ils assument en tout cas, alors ils vont pleinement dans leur concept. Et ça, c'est génial. Tout a l'air nouveau. Le gameplay, les primordiaux, les invocations. Enfin, vraiment, je pense que ce sera vraiment du très, très grand spectacle. Pour continuer, donc, la même journée, on a eu le trailer de Zelda. Donc, c'est l'ultime bande-annonce, la 3e. À l'heure où on se parle, elle totalise déjà plus de 6 millions de vues, je crois. Donc, c'est un trailer de 4 minutes. Et ce que j'ai apprécié dans ce trailer, au-delà de ce que ça promet pour le jeu, en fait, je vais même pas m'avancer sur la qualité du jeu au travers du trailer. Je vais vraiment me concentrer juste sur le trailer en lui-même. J'ai trouvé que c'était presque une histoire, un court-métrage où il racontait une petite histoire. Donc ça commence où il faut s'imaginer les grandes plaines de Breath of the Wild, surplombées par les îles célestes dans le ciel qui sont absolument magnifiques. La musique, le thème de Zelda qui est joué en fond tout doucement, donc vraiment tu vois ça pose le joueur, t'es installé devant la vidéo, c'est captivant. On a Link qui descend en piqué et là t'as le logo Zelda qui arrive avec le pinacle de la musique, donc c'était vraiment vraiment magnifique. Pour moi j'ai ressenti les frissons à ce moment là, et après ça repart tout en douceur, on voit un petit peu les zones du jeu, les zones hospitalières plutôt. À un moment, le trailer, il s'assombrit. Donc la musique se délite un petit peu. Tu vois un château sombre qui s'élève dans le ciel. La menace arrive. Là, on voit Zelda, pour le coup, qui tombe dans le vide et Link qui essaie de la rattraper. Et à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne vraiment, tu vois, frénétiquement. On voit du décor, on voit des énigmes, on voit un peu de gameplay, on voit pas mal de choses. Et là, Zelda, on fait un petit plan sur Zelda et elle dit « Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. » C'est pas Zelda d'ailleurs qui dit ça, c'est une voix off. Et franchement, là ils m'ont eu. J'étais complètement dedans. Après vient un focus sur Link et des phases vraiment de gameplay et d'action. Et le pinacle du trailer, on en a discuté tout de suite après, on a débriefé ensemble Kira, Ganondorf, le retour du roi, où la voix off dit « Le véritable roi renaît ». Le trailer termine sur « Link, tu es notre dernier espoir. Link, je t'en prie, retrouve-moi ». Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce trailer. Donc encore une fois, avec un trailer, je n'ai pas d'a priori positif ou négatif par rapport au jeu, je fais aucune prévision, mais j'ai apprécié en tout cas ce trailer de 4 minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Kira, ton analyse? Alors moi, tu prends tout ce que tu as dit et tu mets totalement l'inverse. Clairement, j'ai trouvé que c'était on va dire un amassement de fan service. Pour moi, ça fut très putassier. Du vu et revu dans le domaine de Zelda. Artistiquement, c'est beau, je dis pas. La musique est toujours cool, il n'y a pas de problème. J'ai pas trouvé qu'il y ait de prise de risque. Même le retour de Ganondorf, je fais ok, d'accord. J'attends, je vais le faire, hein, ça c'est pas un souci. J'ai adoré Breath of the Wild. Mais voilà, donc après, je me pose la question, est-ce que c'est parce que la Switch
est quand même vraiment dépassé techniquement maintenant. J'ai peut-être peur aussi de l'effet Pokémon avec les nombreux bugs, parce que c'est un jeu qui est quand même très ambitieux, donc c'est possible que ça joue sur ma hype. Toi, à l'époque où quand Wind Waker, mon Zelda préféré, est sorti, ils avaient fait quelque chose de vraiment différent en fait, à un point que ça avait offusqué la moitié à l'époque je travaillais dans un Micromania, je me souviens, ça avait offusqué la moitié des gamers avec cet aspect cel shading, cet aspect cartouche, cet aspect cartoon. Ça avait vraiment le mérite de tenter quelque chose d'autre en fait. Quand ils ont sorti les Zelda sur Wii, bon, qu'on aime ou pas la proposition, ils avaient aussi tenté de faire quelque chose d'assez différent dans le délire. Breath of the Wild, c'est pareil. Bah là, c'est peut-être le fait que ce soit une suite, je sais pas, mais je me suis dit, ouais, non, ok, voilà. Pour moi, voilà, c'était vraiment fan service de 4 minutes. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas, voilà, je me suis pas pâmé pour autant, quoi. Bah écoute, on propose toujours à nos auditeurs 2 visions complètement différentes. C'est ça qui est bien, parce que moi, je le mets dans le top des trailers que j'ai vus, je pense, dans toute ma jeune carrière de jeux vidéo. J'ai vraiment adoré. Sublimé du début à la fin. En effet, c'est vraiment... parce que moi, je le mets dans le top de mes trailers oubliables de l'année. Excellent. Mafia 4 est toujours vivant, donc on va faire un petit point sur le projet, car il y a quelques news qui sont tombées, donc c'est vraiment des petites newsettes, hein, c'est pas grand chose. En fait, de récentes offres d'emploi publiées laissant entrevoir des features inédites pour Mafia 4. L'introduction d'une dimension multijoueur, ce qui serait inédit pour la franchise, une attention particulière portée à la furtivité. La furtivité, il y en a toujours eu du moins dans les 2 premiers Mafia, un petit peu moins dans le 3e, donc ils font un petit retour aux sources. Et ils recherchent des candidats capables de développer des séquences de jeu donc furtives et des affrontements engageants. L'utilisation de Unreal Engine 5 a également été évoquée. Le jeu a été annoncé en développement depuis août dernier. Les détails de ce nouvel opus, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont très très rares. La seule chose qu'on sait quand même, c'est que le jeu se déroulerait avant le premier Mafia et qu'une bonne partie du jeu se déroulerait en Sicile. Pour finir, c'est Hangar 13, responsable de Mafia 3 et du remake du premier, qui sont au développement. Donc je sais que le Mafia 3 a beaucoup été décrié. Moi, c'est un jeu que j'ai apprécié malgré une certaine répétitivité. J'ai adoré le remake du 1, bien sûr, et donc c'est vrai que c'est une de mes sagas de cœur que j'attends avec impatience. Donc voilà, le jeu n'est... Ouais, j'étais content de voir cette news aussi, parce que je sais que t'es un fan absolu de cette licence. J'ai juste quelques craintes. On sait que le studio Hangar 13 a quand même été entièrement restructuré entre 2020 et 2021 et que ça a été assez compliqué. Moi, je pensais vraiment que le projet était mort, que ça verrait jamais le jour. Donc, en plus, côté infiltration, le fait que tu pourras choisir ton orientation entre flic ripou ou plutôt parrain de la mafia, enfin bref, tu auras un petit peu de choix. Je trouve ça vraiment cool, donc... Écoute, on va voir. Hein. Moi, j'espère en tout cas pour toi, je le ferai certainement pas, mais j'ai grand espoir pour toi que le jeu sorte et qu'il soit bien. Après, c'est vrai que Mafia 3 a encore une fois beaucoup décrié. Surtout, il y a eu pas mal de bugs sur PC à l'époque, je me rappelle, c'était très difficilement jouable. Le jeu a été vraiment amélioré sur le long terme, mais surtout ils avaient amputé certaines features qui étaient importantes dans l'ADN de Mafia, comme le régulateur de vitesse, le fait de se faire contrôler par la police, le fait de pouvoir soudoyer la police. Enfin, il y avait vraiment un côté simulation, on va dire, qu'on n'a pas retrouvé dans Mafia 3, et ça a beaucoup déçu. Quand ils ont lancé le remake du premier, donc ils sont revenus aux fondamentaux, et toutes ces petites features-là sont revenues, et Hangar 13 a quand même prouvé qu'ils avaient la capacité de le faire et de suivre un jeu avec cet ADN. Donc j'ai envie d'être positif. C'est vrai que le côté restructuration, ça m'a fait un petit peu peur à l'époque, sachant que chez Touquet, quand il y a restructuration, généralement ça se fait au lance-flamme, comme on dit. Hein. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère, parce que je sais plus combien ils ont licencié d'employés, mais il y a plus de la moitié du studio. Mais voilà, après faut pas s'attendre à avoir le jeu tout de suite, au mieux 3 ans je pense, pour pouvoir au moins mettre les mains sur cette future bombe, je l'espère. Mais t'as raison d'y croire, quand un jeu nous plaît et qu'on l'attend, il faut avoir cette petite flamme, et t'as raison de l'entretenir, et j'espère vraiment qu'ils vont nous gâter, parce que c'est une belle licence. Hein. Oui, j'espère la garder, parce que c'est vrai que malheureusement, je suis pas adepte de la sur-hype, parce que quand on est trop hypé, on a plus de chances d'être déçu en fait. Je suis plus en mode douille en fait, j'en attendais rien, puis voilà quoi. Donc on va voir, mais en l'état, voilà, c'est vrai que bon, j'espère quand même. Autre monument du jeu vidéo,
Tekken, le jeu de combat. On va pas le présenter, hein, mais je peux présenter par contre Katsuhiro Harada. Donc c'est le développeur charismatique de Tekken qui a toujours les cheveux en brosse, ses lunettes de soleil et j'adore sa façon de communiquer. Donc cette petite news a été proposée par une auditrice, donc je la salue et je la remercie. D'ailleurs, un autre concept, c'est aussi ça. N'hésitez pas à nous envoyer vos news et on les animera avec Kira, ou même vos jeux que vous voulez qu'on teste. Et donc ce cher développeur, donc qui a fait tous les Tekken, et un peu de Soul Calibur aussi d'ailleurs je crois, annonçait sur Twitter tranquillement, il répondait en fait à des fans sur Twitter, enfin à des fans ou en tout cas à des gens intéressés par la licence, qui lui demandaient déjà si le jeu serait crossplay. Donc ça, oui, c'est une bonne nouvelle, le jeu sera crossplay. Donc pour rappeler ce que c'est que des joueurs qui utilisent des consoles différentes pourront jouer ensemble. Si moi je joue sur Xbox et que toi Kira tu joues sur PS5, on peut se connecter quand même en ligne et jouer ensemble. Donc ça, c'est bon, c'est acté, Tekken 8, les joueurs de chaque plateforme pourront y jouer. Et d'ailleurs, petite anecdote qui donne au passage, Tekken 7, c'était aussi dans les tuyaux, mais c'est Xbox et PlayStation qui avaient refusé tous les deux, pour des raisons commerciales évidentes, hein, c'est pour que les joueurs restent sur leur plateforme, et voilà. Et aussi, ils disaient de sécurité, mais bon, la partie sécurité, j'y crois que dalle. Je pense que c'est plutôt tous les deux, ils voulaient garder leurs joueurs chez eux. Ils confirmaient aussi, et c'est là que c'était un petit peu plus marrant, un autre tweetos donc répondait « Est-ce que le rollback va exister ?» Donc j'expliquerai un petit peu après ce que c'est le rollback, mais il a répondu textuellement, je cite, enfin c'est une traduction, hein, mais je cite, c'est déjà installé, il y a tout ce que vous voulez. Pourquoi on n'a pas fait une grosse annonce pour le crossplay ? Parce que les gens comme vous auraient répondu « ouin, c'est normal à notre époque. Alors ferme-la et rassieds-toi. » Ce ne sont pas mes termes, c'est le mode de communication de notre cher développeur de Tekken sur les réseaux. Donc après, voilà, il est un peu acerbe comme ça, mais c'est marrant, c'est le personnage qui veut ça. Et puis bon, Twitter, on connaît Twitter. Et donc le rollback, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie qui permet de réduire la latence sur le jeu en ligne, parce que évidemment, les jeux de combat, la latence c'est primordial, que dès qu'on appuie, que le système gère cette latence entre les joueurs à distance, et donc ce sera bien embarqué dans Tekken 8, et pour lui c'était un fondamental, donc il n'y avait même pas besoin de le préciser. Donc une bêta ouverte va arriver. Moi j'ai été vraiment très séduit. Si un jeu de combat que je dois faire, ce sera celui-ci. Il avait été présenté au State of Play et au Game Awards. Tous les deux on avait trouvé vraiment la bande-annonce très très jolie techniquement. Donc voilà, courant 2024, visiblement on aura ce Tekken 8. Ouais, moi qui suis pas non plus jeu de combat, j'ai hâte de pouvoir le tester, replonger un peu dans cet univers que j'aime aussi beaucoup. Et oui, c'est vrai que la direction artistique, j'ai trouvé quand même très jolie. Je suis d'accord. Carrément, j'ai hâte aussi. Après la bonne nouvelle du retour de Mafia, on va plus attaquer une mauvaise nouvelle. On va faire un point sur Alice Asylum, en fait, la suite de Alice Madness Returns, qui est la saga Alice au Pays des Merveilles, fait par American McGee. Donc c'est sur Twitter qu'American McGee s'est exprimé en déclarant avoir appris la décision d'Electronic Arts. Donc décision, elle a tout simplement décidé de ne pas donner suite au projet après plusieurs semaines d'études de dossier. Tout était pourtant prêt du côté du développeur qui avait sorti un PDF de plus de 400 pages détaillant l'univers et l'ambition de ce 3e épisode. Un plan de production était même établi avec l'aide de Virtuos Games, une équipe déjà prévue et un calendrier établi. Mais Electronic Arts a décidé de ne pas financer ce jeu en prenant en compte des études de marché tout simplement. Malgré ce refus, l'éditeur déclare que la licence est toujours importante et n'est donc pas prêt à la céder ni à la vendre à un tiers en fait. Donc non seulement ils veulent pas faire le jeu, mais en plus ils veulent pas se séparer de la licence pour pas qu'il y ait un autre jeu ailleurs en fait. American McGee dit ne plus avoir l'énergie pour la production de jeux vidéo en général. Il n'a plus envie d'explorer d'autres idées pour un autre projet. Donc c'est, je pense, soit une retraite, soit un retrait anticipé pour cet auteur de talent, hein, concrètement. Moi, je sais que j'ai été très très fan des deux premiers. Le premier, American McGee Alice, est sorti en 2000. Alice Retour au Pays de la Folie est sorti en 2011. Ils sont disponibles en rétrocompatible sur la génération Xbox et sur la génération PlayStation aussi, donc ils sont quand même très accessibles tous les deux. Et ce sont des jeux que je vous recommande, même s'ils ont un petit peu vieilli. C'est
une un super diptyque, du coup, ça sera pas une trilogie, donc un peu triste. Ouais, je me rappelle, moi, ça fait partie d'un de mes souvenirs de joueur aussi, au tout premier Alice sur Xbox, je sais que tu m'en parlais tout le temps. T'étais fan de ouf, tu me disais vas-y, joue-y. Et j'y ai jamais joué d'ailleurs, donc je t'ai pas écouté, t'as vu. Mais franchement, je regrette parce que je me suis intéressé un petit peu au personnage. Je sais que c'est un très très grand amateur de la série Alice, de la licence. Par contre, Electronic Arts, c'est franchement, là ils ont pas assuré parce qu'ils veulent pas partager la licence, ils veulent pas choisir le jeu, financer le jeu. Alors qu'en plus, il a investi énormément de temps et son projet il était carré. Franchement, pas cool. Et je crois, petite anecdote, mais American McGee, il a avec sa femme une boutique de goodies et de jeux de goodies sur le thème d'Alice, et a priori il va peut-être se recentrer là-dessus, mais en tout cas grosse déception parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'ultra passionné. C'est vrai que c'est un gros fan d'Alice au Pays des Merveilles, je sais que c'est mon cas aussi, j'ai lu le livre, je pense qu'il faut être sous acide pour bien le comprendre, mais j'ai lu le livre, j'aime beaucoup le Disney de l'époque, le film de Tim Burton j'aime moins, mais j'arrive à le regarder malgré tout, et c'est vrai que c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement en fait, ce côté un petit peu perché, un petit peu glauque, surtout que lui il a poussé vraiment les potards au maximum pour rendre le jeu vraiment très malsain et très malaisant, et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai vraiment surkiffé. J'ai refait les deux justement il y a moins d'un an, pendant des vacances que j'ai eues, et j'ai passé toujours un excellent moment quoi, donc voilà, c'est dommage. Ouais, je suis déçu pour toi. Autant pour Mafia, je suis trop content que ta licence revienne, mais là, ça m'embête pour toi. Je sais que tu avais adoré. Surtout que je me dis que si la licence venait à revenir, donc soit éventuellement ils font un remake, et là, dans ces cas-là, on garde l'ADN du jeu, soit ils font une suite, mais sans American McGee, c'est pas pareil, quoi. Là, clairement, c'est pas quelque chose qui m'emballe, en tout cas. Ainsi se conclut la partie news. Donc on va passer sur la partie test. Tu nous as dégoté une petite pépite indé, c'est ça, pour ton test de la semaine ? Petite pépite indé. Le thème de la chronique, c'est est-ce que Tchia sera meilleur que Stray ? Non, je plaisante. Parce que c'est vrai qu'ils ont un point commun, Tchia et Stray, c'est qu'ils sont sortis tous les deux Day One dans le PS Plus. Et c'est tellement rare qu'il fallait quand même l'évoquer. Donc... Tchia, sorti le 21 mars 2023, donc tout récemment, sur PC, PS4 et PS5, par un studio qui s'appelle Ayaseb, je crois que Ayaseb, je dirais. Un petit studio indé. Bon, ça, tu sais que j'aime bien. Quand c'est des studios français, j'aime bien en parler. Voilà, un petit peu chauvin, Sid. J'avoue, Kira, je suis un peu chauvin sur les bords, bien que je ne suis pas de Bordeaux. Et c'est un studio bordelais, une petite dizaine de personnes. Et ils ont mis à l'honneur, au travers de ce jeu, la Nouvelle-Calédonie, donc qui est une collectivité d'outre-mer française. Du coup, c'est ce petit coin de paradis, parce que franchement, c'est magnifique. J'ai regardé du coup un petit peu sur Internet, etc. Je connaissais très peu la Nouvelle-Calédonie, et se dire que ce petit coin de paradis, c'est en France, c'est quand même assez fou. Donc, c'est dans l'océan Pacifique, côté Australie, à l'est, quoi, de la mer de Corail, a priori. En ce qui concerne l'histoire, donc, par une belle journée d'anniversaire sur l'île d'Ima, Tchia, du coup, l'héroïne, profite de cette belle journée avec son père jusqu'à que, soudain, des hommes maléfiques, les sbires de Meavora, kidnappent son papa. Donc ça, franchement, ça peut casser quand même une fête d'anniversaire. Et commence à partir de ce moment-là l'épopée pour retrouver son père et essayer de se venger de ce méchant Meavora. Donc, pitch, somme toute, assez classique, mais, comme on dit souvent, efficace. C'est important, l'efficacité. Donc, en termes de gameplay, tu as dû voir un petit peu le jeu tourner, j'imagine, certainement au travers des bandes annonces. C'est très joli. Et dans le gameplay, là aussi, tout semble classique au premier abord, sauf une feature en particulier qui est vraiment très bien, que je vais expliquer. Mais sinon, on voit son personnage vu de derrière, un peu à la Zelda Breath of the Wild, comme on parlait tout à l'heure. Et ce personnage, Tchia, peut sauter, elle peut s'agripper partout. Donc escalader toutes les surfaces, donc c'est un peu comme Zelda finalement, Breath of the Wild toujours, sous couvert de cette jauge d'endurance. Donc tu vois, plus on est agrippé, plus la jauge d'endurance elle descend. Pareil, elle peut planer, donc tu peux sauter dans le vide et sortir ton petit planeur pour tranquillement descendre et éviter de t'écraser au sol. Comme dans Zelda Breath of the Wild. Exactement. Tenir des objets, les lancer, faire du bateau.
Là, je dirais, si j'étais un petit peu bloqué sur Zelda, comme le Wind Waker, notre Zelda préféré à tous les deux en plus. Donc on fait du bateau, tout pareil, hein, voilà, c'est plutôt sympa. Et surtout, donc la fonctionnalité la plus étonnante et qui fait tout le sel du jeu, on l'appelle le bond d'âme. Donc bon comme bon dire, le bond d'âme, donc qui est pour moi, cette idée est absolument géniale. Inédite à mon sens. Tu me diras, Kira, toi t'as pas comme dans Zelda, quoi. Non, pas comme dans Zelda pour cette fois-ci. Et en fait, si tu veux, cette fonctionnalité, c'est un petit pouvoir que débloque assez vite Tchia. Elle se rend compte qu'elle a ce pouvoir inné en elle, qui lui permet de prendre la possession d'objets. Donc par exemple tu as une pierre au sol, tu peux te projeter dans la pierre et bouger, rouler avec ou sauter, et aussi d'animaux. Donc tous les animaux que tu auras dans ton environnement, tu peux comme ça entre guillemets les posséder et en bénéficier de leurs caractéristiques. Je m'explique, une chauve-souris que j'ai découvert très très tard dans le jeu d'ailleurs, une chauve-souris te permettra de voir dans la nuit. Donc plutôt rigolo. Un dauphin ira très très vite dans l'eau et tu pourras faire des petits saltos, tu pourras t'amuser dans l'eau avec, très très agile. Un poisson comme Dory dans Nemo, pareil, je crois que c'est poisson chirurgien, je sais pas quoi, ils sont ultra rapides. Le chien peut creuser dans le sol. Enfin tu vois, il y a plein de... L'oiseau, je te donne dans le mille, il peut... C'est bien pour un oiseau, c'est important. C'est bien fait. Il fait pas que ça, l'oiseau, il peut aussi faire des petites fientes sur commande. Hein. Tu appuies sur la gâchette et il fait une petite fiente en vol. Et en tout cas, ça, j'ai trouvé ça ultra rafraîchissant. Et je vais même aller plus loin dans les premiers trailers que j'avais vus. C'est presque, j'avais envie de jouer exclusivement pour ça. Cette fonctionnalité, tu vois, qui permettait d'habiter un petit peu tous les animaux, tout ton environnement et tout. Je trouvais ça vraiment... précurseur quand même, une idée comme ça c'est vraiment la scène indé qui peut avoir à mon sens ces petites idées de génie. Mais avec tout ça, l'important, Kira, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces fonctionnalités, de tout ça. Donc on est dans une map, dans un monde ouvert où il y a 2 très grandes îles et après des petites îles un petit peu satellites, des petits îlots à gauche et à droite. Comme une licence que tu adores, Kira, on a des points de vue qu'on va débloquer en haut d'une colline, en haut d'une montagne, qui vont permettre, quand tu les atteins, de regarder tout autour de toi et de débloquer, tu sais, de faire popper les différents points d'intérêt qu'il y a autour de ta zone. De l'Ubisoft Agent avec le sujet. Voilà. Je voulais pas le citer, je te laissais le faire, mais en effet, tout à fait, c'est complètement inspiré de ça. Et donc dans ce monde ouvert, on va aller suivre cette quête principale qui va consister à retrouver son père, donc visiter des villages très typiques, rencontrer des PNJ assez hauts en couleur, assez folkloriques et tout, avec une belle personnalité comme on aime bien, des quêtes secondaires à foison, enfin des quêtes secondaires, des activités secondaires plus que des quêtes. On a des stands de tir, on a un lance-pierre, on peut faire des courses en animaux, des courses de bateaux, en dauphin, en cerf, enfin pas mal de trucs comme ça. Il y a des plongeons artistiques à faire, il y a détruire des statues, empiler des petites pierres pour faire des trucs un peu classe. Enfin bref, c'est la map fourmille de petites activités comme ça. Et de quoi s'occuper, quoi. De quoi s'occuper, avec une fonctionnalité qui n'est pas à négliger. Quand on empile des petites pierres, comme je disais, si on réussit le défi, on débloque des musiques à faire avec son ukulélé, qui nous permettra quand on joue la musique, et là tu vas peut-être voir aussi une petite inspiration, tu peux changer par exemple l'heure, tu vois, si tu es en plein après-midi, tu peux te projeter et tu fais la petite musique du soir et hop, t'arrives le soir. Tu peux faire tomber la pluie. Donc pour moi, ça me faisait penser un petit peu tout ça à Wind Waker aussi. D'accord. On pouvait faire ça ou Ocarina of Time, tu sais, où tu pouvais jouer de l'ocarina. Donc pareil, grosse inspiration. Mais surtout, ce ukulélé, il te permet d'invoquer des animaux. Donc si tu veux un oiseau pour te déplacer, tu fais ta petite musique et t'as l'oiseau qui pop et tu peux prendre possession de lui et t'envoler. Et enfin, est-ce qu'il y a du combat dans Tchia ? Un petit peu, on va dire combat entre guillemets. Tu as des camps de guerriers de tissu, donc tissu comme les habits, quoi, hein, vraiment, et pour combattre, il faut les faire brûler. Donc soit tu prends possession
tu vois, d'un bidon de jerrycan ou d'une lanterne, et tu l'as fait s'écraser à côté de l'ennemi, il brûle et tu l'as battu. Les seuls combats se résument à ça, Ouais. faire brûler les petits guerriers de tissu. Ouais, Donc pas de voilà, grande c'est violence. pas un jeu vraiment qui est centré sur la partie combat, c'est plus sur la partie promenade, je pense, et observation, exploration peut-être. Très bien, tout à fait. Merci pour la transition, on ne l'avait pas préparé. Ce que j'ai apprécié dans ce jeu, c'était justement que c'est très axé sur l'ambiance, sur la découverte, sur le dépaysement. J'avoue, on ne l'avait pas préparé cette transition, mais elle était vraiment propre. Ouais, je suis un peu devant. Ouais, j'avoue, tu as une boule de cristal en face de toi. Donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est ce côté dépaysement en fait. Tout est fait pour te faire découvrir la Nouvelle-Calédonie comme si tu y étais. Les décors sont très jolis, tu l'as dit aussi. Point crucial pour l'immersion, les doublages sont en Dreu, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas la langue des Kanaks, donc la langue traditionnelle qui est parlée là-bas. Donc dans les dialogues, c'est assez rigolo, tu as du mélange de français et de Dreu, donc c'est, tu vois, ça donne un côté vraiment il y a un petit cachet, quoi. très très dépaysant. Aussi les musiques, elles sont absolument magnifiques. Franchement, j'ai mon gros coup de cœur. D'ailleurs, si je dois donner mon plus gros point fort, les deux plus gros points forts, c'est la musique. Le deuxième gros point fort, c'est cette fonctionnalité dont je parlais, le bond d'âme, qui est ultra ludique et qui a un intérêt en plus en termes de gameplay. Pouvoir posséder toute la faune environnante et pouvoir utiliser leurs différentes compétences, ça, j'ai trouvé vraiment que c'était absolument génial. Vraiment, je pèse mes mots, c'est une idée qui était brillamment faite. Techniquement, ça tient la route, c'est bien fait, c'est fluide, il n'y a pas de bug et tout. Tu pourrais te dire si tu peux habiter plein d'animaux différents, t'en as qui vont bugger ou tu peux créer des situations un peu bizarres. Même pas, c'est solide techniquement. Donc quand même 11 personnes qui ont fait un monde ouvert, dépaysant comme ça, avec des nouvelles fonctionnalités qu'on ne connaissait pas vraiment. Chapeau aux développeurs. Ouais, beau travail. Ouais, quoi. Vraiment. Et en aspect un petit peu plus négatif, parce qu'il y en a toujours, quel que soit le jeu vidéo, sauf peut-être le dernier Resident Evil 4 Remake quand même, qui n'a pas beaucoup de défauts. Il y a les caisses jaunes. Mais en fait, si tu veux, la plus grosse qualité de Tchia, ce système-là que je parlais, en fait, le principal défaut émane de cette richesse et de cette qualité de fonctionnalité. Je m'explique. En fait, c'est un outil de game design qui est incroyable. Tu te dis, tu peux faire 1 milliard de choses avec ça. Tu vois, tu peux habiter une chauve-souris, un chien, un crabe, tu peux faire plein de trucs. Mais finalement, moi, je me suis retrouvé quasiment à faire exclusivement de l'oiseau parce qu'il me permet d'aller à un point A à un point B très rapidement et de couvrir une longue distance. Plus rapide. Tu vois, alors que, franchement, on imagine une mission, tu vois, qui commence dans la nuit où tu joues une chauve-souris, tu vois dans le noir grâce à elle. Après, t'habites la peau d'un chat comme dans Stray pour faire un peu d'infiltration, arriver à un autre point. Et là, t'auras un combat, t'habites plutôt un chien qui va être plus fort. Enfin, tu vois, la possibilité, elles sont infinies, je trouve. Alors que mon gameplay à moi s'est retrouvé très resserré sur l'oiseau qui m'a permis, comme je te dis, simplement d'être plus un mode de déplacement. Le dauphin, il va très vite dans l'eau et l'oiseau, il permet de faire des très longues distances sans t'embêter avec le sol. Enfin voilà, oui, tu m'auras compris. Ouais, tout ce qui est environnement, cailloux. Exactement. Donc ils ont créé, encore une fois, un outil en termes de game design qui est incroyable. Et j'ai eu ce sentiment de frustration que ça peut être sous-exploité. Moi, j'avais 1 million d'idées, tu vois, en y jouant, qui finalement, dans le gameplay, j'avais le sentiment de faire un petit peu toujours pareil. Ouais, c'est répétitif. Ouais, dommage. Tu vois, ça, c'est le point qui m'a le plus embêté. L'autre point négatif, j'en avais noté 2, c'est que l'open world, finalement, il est rempli surtout de collectibles. T'as des petites activités, etc. Mais t'as des collectibles vraiment partout. Et moi, j'ai un souci dans les jeux. Quand il y a un collectif, il faut que je m'arrête. Tu me connais. Donc, en fait, je m'arrêtais de 30. Il y en a partout des collectifs. Je te jure, il y en a partout. J'en avais plus de 300 à ramasser, un truc comme ça. Et je m'arrêtais à chaque fois parce que moi, je suis comme ça. Dès qu'il y a un collectif, il faut que je le ramasse. Je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais que dans le jeu vidéo, il faut. Je sais pas pourquoi. Donc, beaucoup de collectifs qui ont un petit peu. Voilà, qui ont freiné ma progression. Donc, tout le monde dit le jeu, il se finit en 6 heures. J'ai fait 15 heures de jeu sur Tchia. Après, bon, je l'ai platiné au même temps que j'ai fini le jeu quasiment. Mais voilà, ça dépend du style de jeu. Certains vont même pas calculer, ils vont faire leur aventure et puis ils vont être très très contents. Alors en termes de coin presse, très très bon accueil pour le joueur, pour les joueurs et autant que les journalistes. Donc je vais pas m'étendre sur les notes, mais elles sont toutes globalement très très bonnes. Donc j'ai vu énormément de bienveillance dans les tests et un jeu qui a suscité vraiment un très grand enthousiasme. Donc comme conclusion, je dirais Kira, franchement pour moi ça a été un vrai moment de fraîcheur. Je suis intimement convaincu que Tchia il va toucher
vraiment énormément de joueurs parce que justement dans son histoire il touche vraiment à l'intime, tu vois, le cocon familial, les relations père-fille, etc. Il y a une histoire de deuil, donc je sais qu'il va toucher énormément de joueurs dans l'histoire. Donc c'était vraiment haut en couleur avec des personnages authentiques, une mise en avant d'une culture vraiment que j'ai trouvé magnifique, et ils l'ont fait les développeurs avec beaucoup de passion, beaucoup de générosité, et cette idée brillante qui pour moi constitue, comme je l'ai dit, la plus grande des qualités de ce jeu, qui est le fait d'habiter les animaux qui nous entourent. Donc oui, Tchia a quelques défauts, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle pour cette petite note de dépaysement. Et en plus, là, on est vraiment sur un jeu au service de la culture. Donc le jeu vidéo est un produit culturel, mais là ça va au-delà, c'est que ça m'a fait découvrir la Nouvelle-Calédonie que je connaissais assez peu. Donc franchement, bravo. Je pense qu'ils ont réussi, ils ont fait le job, les développeurs. Bravo. Du coup, ça te donne des idées pour les vacances? Je vais aller en Nouvelle-Calédonie, tout à fait. Ça fait un peu loin quand même. Même, tu vois, je voulais finir ma petite chronique sur un mot emprunté du dreu pour faire genre j'avais potassé, mais j'avais peur de dire un gros mot en dreu parce qu'on sait jamais ce qu'on trouve sur internet. Mais en tout cas, la culture vraiment elle est passionnante. C'était vraiment une belle parenthèse. Bah, c'était très intéressant en tout cas, c'est vrai que ça donne envie d'y jouer. Après moi j'ai plus de mal sur l'aspect collectif, donc du coup je pense que je le finirai en 6 heures. Mais oui, ça en tout cas ça a l'air bien. Ouais, mais au moins, tu vois, pour cet aspect, je te dis dépaysement et tester cette fonctionnalité qui est sympa, je te montrerai, c'est vraiment, vraiment rigolo. Ouais, carrément. Volontiers. Donc, c'était le test de Tchia sur PlayStation 5. Et PC. Et PC, du coup. Tu nous ferais bien un petit point réseaux sociaux avant le sujet hors sujet? Bah oui, avant notre sujet hors sujet qui sera tout aussi mignon, je pense, que Tchia est adorable. Donc, point réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je l'ai dit, le concept, je l'ai rappelé tout à l'heure, en plus pour nos nouveaux auditeurs, mais les news, les tests et même les sujets hors sujet que l'on fait, vous pouvez nous les proposer. On les animera en podcast pour vous. Et vous avez notre site internet maintenant. Vous pouvez aussi nous contacter si vous n'êtes pas réseaux sociaux, et on vous en voudra pas, c'est pas nous qui vous en voudrons. Vous pouvez nous contacter aussi au travers du site et voir l'équipe de la Taverne du Gamer. Pour mon sujet hors sujet cette semaine, je vais parler de la série télé Tool Hacking. Alors Tool Hacking, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vais faire un petit disclaimer. Je suis fan de Sylvester Stallone. Pour moi, Sylvester Stallone est mon acteur préféré. C'est, un grand monsieur du cinéma qui a 51 ans de carrière derrière lui avec de très grands personnages. Donc, cette critique sera 100% pas objective. Déjà pour commencer. Je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que j'ai ressenti durant cette série que j'ai dévorée en 2 jours. Donc il y a 9 épisodes. Mais la passion va parler. Mais la passion va hein. complètement parler. Donc, Tool Hacking, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série créée par Taylor Sheridan, qui est lui-même showrunner de la série Yellowstone. Donc série Yellowstone, c'est une série télé qui cartonne aux États-Unis, en fait, qui a déjà 2 spin-offs. C'est un type de série style western moderne, en fait, qui se passe soit dans le Texas, plus vers le sud des États-Unis, et ça a un décor qui est quand même très rafraîchissant dans le domaine des séries télé, ce qui est un peu le cas du coup de Tool Hacking. Donc c'est une série qui est dispo sur Paramount+, qui est sortie en 2023, et elle met donc en vedette le grand Sylvester Stallone, qui va jouer le rôle de Dwight Manfredi, donc un capot de la mafia new-yorkaise, surnommé le Général, et qui est fraîchement libéré de prison après avoir purgé une peine de 25 ans. Il apprend que sa famille de crime ne veut plus de lui dans les parages, en fait, parce qu'il est devenu un peu gênant, et l'envoie bâtir une nouvelle vie à Tulsa, dans l'Oklahoma. Donc Tulsa dans l'Oklahoma, c'est, disons que, imaginez New York, c'est totalement l'inverse, en fait, hein, ça a vraiment rien à voir. Donc Dwight décide alors de constituer sa propre équipe avec une brochette de personnages hauts en couleur, mais peut-il construire un nouvel empire du crime dans un lieu aussi improbable? Et donc ça va être le pitch du coup de la série. Après avoir incarné des personnages iconiques du grand écran comme Rocky Balboa, John Rambo, on peut dire également Barney Ross pour les fans d'Expendables, notre bonne vieille ganache de Sly fait ses premiers pas à la télévision dans un rôle principal.
d'une série télé. Il a déjà joué dans la série Las Vegas de mémoire, mais c'est souvent il a fait des petits caméos. Là, il a vraiment non seulement le rôle principal, mais en plus, on peut dire qu'il vampirise toute la série, en fait. C'est vraiment, la série est centrée autour de lui. Ah, carrément, ok. À 75 ans, il nous montre qu'il en a encore sous le capot. Tulsa King se présente comme l'histoire d'un poisson hors de l'eau. Dwight est une légende de la mafia new-yorkaise, complètement déconnectée de notre époque. C'est un gangster de la vieille école qui pense que sa famille sa famille criminelle, sa famille de cœur, on va dire, sera reconnaissante pour sa loyauté et qui le considéra comme le tonton gênant lors des repas de famille, en fait, et décide de l'exclure, mais de l'exclure gentiment, quoi. C'est pas t'es viré, c'est ouais, tiens, va ouvrir va créer une nouvelle branche criminelle à tout ça, ça va bien se passer, tu nous envoies de l'argent. Donc forcément, il le prend mal et il décide de gérer ses affaires comme s'il était encore à New York dans les années 90, mais autre lieu, autre époque, autre code. Forcément, tout ne se passe pas comme prévu. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a sacrifié 25 ans de sa vie pour une famille qu'il a fini par le rejeter, en fait, alors que lui a perdu sa vraie famille, on va dire, suite à ses 25 ans de prison. Il voit ça comme une sanction, une expatriation forcée, mais en fait pour lui ça se révélera être une aubaine, en fait. Il se laissera pas faire, il décidera de rattraper le temps perdu en créant sa propre famille, du coup une famille où il tiendra le rôle de parrain et même de mentor pour ce groupe si hétéroclite. Donc j'utilise beaucoup le terme famille parce que la famille, en fait, c'est pas que Fast and Furious, mais la famille, ça a toujours été un thème très important pour Sylvester Stallone, en fait. On l'a ressenti dans les derniers Rocky, enfin même dans Rocky avec Adrian, après avec Adonis, il y a toujours un passage de relais, en fait. Donc on reste vraiment en terrain conquis, dans le sens où c'est vraiment les marottes de Stallone qui ressortent. Sauf que là, on se retrouve avec un personnage qui a un passé qui est quand même très trouble, en fait, et qui va devoir repartir de zéro malgré son expérience qu'il a acquise, en fait, et du coup qui va apprendre à connaître des personnes différentes, des personnes qu'il connaissait habituellement. Il va devoir s'habituer, en fait, à ces nouveaux codes pour pouvoir justement créer ce qu'il a toujours rêvé, en fait, donc cette fameuse mafia, et devenir le roi de Tulsa, en fait, le Tulsa King. Donc la série prend soin d'approfondir la vulnérabilité de Dwight et sa volonté de réparer les pots cassés, notamment donc avec sa famille de sang, comme je le disais tout à l'heure. Dans l'ensemble, Tulsa King propose un récit captivant avec des enjeux bien définis et un second degré très appréciable. T'as par exemple la première scène où il arrive à Tulsa, déjà il rencontre le premier black venu, c'est le chauffeur de taxi, il fait à partir de maintenant t'es mon chauffeur. Bon, voilà, ça commence comme ça. Il arrive, il voit ça met le ton. Il voit un magasin pignon sur rue qui vend de la bœuf, donc forcément quand tu sors de 25 ans de prison, mais qu'est-ce que c'est? Et il décide d'aller racketter le mec sans pression. Donc il va rentrer à l'intérieur, il va faire maintenant je prends 20% de tout ce que tu fais. Non. Et le mec il fait c'est un business légal. Bah oui, justement, c'est un business légal, donc si tu veux pas avoir des problèmes, je te protège et je prends 20%. Et le gars il fait mais vous voulez me protéger de qui, en fait, parce que il y a que vous, en fait, il y a pas de criminalité à tout ça. Il fait déjà justement c'est un bon point, je vous protège de moi, en fait. Et au fur et à mesure des liens vont se créer entre ces personnages. Et il y a toujours ce petit côté un peu second degré, Stallone forcément qui vient tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, et avec l'ambiance de tout ça qui est vraiment différente. Donc dans son ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, Stallone vampirise vraiment le show et transpire de charisme sur chaque scène. On se prend réellement d'affection pour lui malgré son passé. L'ambiance western moderne est très intéressante et rafraîchissante. Ça change beaucoup de ce qu'on voit à la télé actuellement, en fait. Le seul point noir pour moi, c'est vraiment la réalisation, qui est très fadasse. C'est sans réelle ambition, aucun style, aucun effet de style. Dommage. La musique est assez oubliable. Vraiment, tout tourne autour du personnage de Stallone, en fait, et des personnages qui gravitent autour, qui eux sont tous très bien écrits, en fait. Donc c'est une série que je recommande. Bon, c'est un fanboy qui vous parle, donc voilà. Mais c'est une série que je recommande parce que je l'ai fait découvrir à des personnes qui ne sont pas fans de Stallone de base et qui ont beaucoup apprécié également. Donc il y a 9 épisodes de 40 minutes, ça se fait vite. Moi j'aime bien le côté... Tu vois, mec à l'ancienne, une revanche sur la vie et qui doit découvrir des codes qui sont plus les siens. Enfin, ça doit créer des quiproquos. Franchement, ça doit être très, très, très bien. T'as pas idée, t'as une scène où il va aller voir le fournisseur de weed d'un mec, enfin du gars qui raquette, pour aller lui soutirer des remises, on va dire. Et par un concours de circonstances, donc il se retrouve à en consommer et il est un peu déchiré. Et du coup, il se met à parler d'identité de genre.
Donc d'identité de genre à notre époque et de l'identité de genre dans les années 90. Et c'est hilarant parce que oui, c'est vraiment le vieux qui connaît pas tout ça et qui comprend pas. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi ? Je veux dire, moi à l'époque je savais que c'était ça, mais pourquoi eux ils savent plus maintenant ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi. Enfin, il y a des moments vraiment c'est très très rigolo quoi, parce que voilà, c'est Stallone, il a le visage marqué, il est buriné du visage, on sent que le gars il a un passif juste pas possible. Quand il fait sa tête de méchant, il fait vraiment peur en fait. Et à côté, c'est vraiment juste un gars qui a passé 25 ans dans une cellule. Franchement, ça donne envie. Vraiment. Et puis tu verrais quand ils recrutent ces gars, c'est vraiment tous les traînes patins du bled. Le tenancier du bar local, il y a un agent de sécurité qui tabasse et du coup après ça devient son agent de sécu, va comprendre. Enfin, c'est en fait le gars vraiment il recrute avec ce qu'il a et puis il se crée sa propre machine. Ça donne envie. Sur Paramount Channel, Paramount Plus. Sur Paramount Plus, c'est la première saison. D'après ce qu'avait l'air de dire Stallone, ça serait une série sur 3 saisons en fait qui a déjà été complètement écrite en fait. La fin de la saison, carrément, la fin de la saison 1 est vraiment bien. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Et voilà, c'est ça. On va dire, même si le sujet peut paraître grave, en fait, c'est hyper feel good en fait. Ouais, donc c'était mon avis sur Toolsacking, donc dispo sur Paramount Plus, comme on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure. Ainsi se conclut notre émission. Eh oui, déjà. Est-ce que je te laisse le mot de la fin ? Est-ce que tu as des choses à ajouter ? Déjà, ça a été un plaisir d'animer avec toi, Kira, comme d'habitude. Surtout que, bravo, t'es enrhumé, t'as pas de chance, rhume des foins, tout ça. Tu nous as fait déjà une émission avec la grippe. Là, avec le rhume des foins, franchement, pas mal, t'assures. Et j'espère que ça plaira évidemment à nos auditeurs. La semaine prochaine, on se retrouvera de mon côté sur un sujet hors sujet en lien avec le jeu vidéo. Tu en as un petit peu parlé. Pour les plus attentifs d'entre vous, nos chers auditeurs. C'est vrai que j'en chie un peu. Ça fait 2 jours qu'on est dans le rouge au niveau du pollen et étant un gros allergique au pollen, c'est assez compliqué de s'exprimer, on va dire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que c'est audible. Moi, pour mon test de la semaine, j'avoue ne pas savoir encore. Je suis en train de tester un jeu qui m'emballe pas plus que ça, donc je vois rien de vraiment pertinent à dire dessus. Donc je pense changer pour la semaine prochaine. Donc j'ai pas encore décidé. Ça sera la surprise. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, matinée. Merci de nous avoir écoutés. Et puis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.